Les noces de soie, tome 1. Printemps 1875. Théodore Andromasse annonce, à qui veut l'entendre, la naissance d'un fils, Silvius. La succession de l'entreprise sera assurée. Il est fou de joie. 2 filles étaient nées déjà, Eugénie et Pauline. Les Andromasse étaient de cette veine terrienne. La magnanerie, lieu d'élevage des vers à soie. Les œufs des vers à soie étaient installés sur des claies, 15 jours d'incubation, avant de voir apparaître les premières larves. C'était le temps nécessaire pour que le miracle opère. 1 gramme de graines donne 2 kilos de cocon. Les fragiles chenilles noires se répandaient déjà sur le treillis d'osier, affairés à survivre. Cela grouillait partout sur les feuilles de mûrier, qui fournissent la nourriture nécessaire à l'appétit vorace des vers à soie. Mariette s'occupait de ce travail, car c'étaient les femmes, par tradition, qui géraient cet élevage. Les Sidbons, eux, étaient vignerons. Les rivalités et les querelles sont tenaces entre les 2 familles. Sur ces terres, on était ou vignerons ou éleveurs de vers à soie, depuis 100 ans au moins. Les vers, pour parvenir à maturité, doivent atteindre 80 fois leur taille d'origine. Les mandibules de ces gloutons produisent une étrange symphonie semblable à celle de la pluie. Puis vient la période de mue. Il faut 20 à 30 heures pour qu'ils se remettent de leur métamorphose. Pour le nettoyage des canisses, toute la famille se mettait à l'ouvrage. Si la mortalité était trop élevée, cela signifiait que les graines pondues par les femelles bombix sur les feuilles n'avaient pas tenu leur promesse. Les Andromasse avaient mis des années à trouver des œufs polyvoltins de provenance indo-chinoise. Mariette, aidée par sa sœur Juliana, heureusement, à elles 2, le travail se faisait facilement. Quant à Théodore, il préférait parcourir de grandes distances avec le troupeau de chèvres. Entre femmes, nous serons aussi bien, disait Mariette. Et maintenant que je lui ai donné un fils, je crois que je vais lui interdire le lit pour un sacré bout de temps. Je ne veux pas tomber enceinte tous les 4 matins. Mariette avait aménagé un petit coin tranquille pour Silvius. Le petit dormait entre les tétés. Lorsque les vers finissent leur cocon, elle procède à la récolte du fil de soie. Théodore se désintéressait totalement de ses filles. Seul son fils l'intéressait. Malheureusement, en grandissant, Silvius ne rêvait que de la ville. Son rêve, partir à Lyon et faire du négoce. La vente, c'est son point fort, il le sait. Il va y arriver. Et malgré des débuts très difficiles, il va se faire un nom dans ce monde de la soie très fermé. Il fréquente Roxane, rencontrée par hasard, la fille d'un riche soyeux, qui lui voit cette liaison d'un très mauvais œil. Lui, ce fils de paysan, plein d'ambition, mais ils s'aiment. Alors Roxane aide Silvius à prendre contact avec ce nouveau monde pour lui. Il s'avère très bon et il se fait embaucher dans différents négoces. Pendant ce temps-là, Théodore se perd dans la boisson. Il ne sait que mépriser et brutaliser ses filles. Eugénie et Pauline quittent elles aussi la maison. Eugénie veut devenir institutrice, mais les études coûtent cher. Et c'est chez les Sidbons, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on l'apprendra dans le tome 2, dans la famille Sidbon, qu'elle va trouver un appui certain, puisqu'ils vont lui payer son école normale. Quant à Pauline, malheureusement, n'ayant pas le même tempérament que sa sœur, elle ne va trouver qu'une place dans un atelier de moulinage. Elle se présente à l'atelier Beauchamp, où elle fut embauchée tout de suite, parce que les ouvrières, pour un travail aussi pénible, ne sont pas nombreuses à se présenter.
les ouvrières assises devant une eau chauffée à 90 degrés par des jets de vapeur actionnés à la demande, fixent les fils de soie sur le barbin avant d'être enroulés sur le tour. Tirage et moulinage étaient le lot quotidien des 45 employés, petites mains enchaînées à une production intense dans une atmosphère saturée d'humidité. Le contremaître avait des allures de garde-chiourme dans son costume gris. Pauline était au poste de la bassine, la basse besogne, celle qui consistait à ébouillanter les cocons afin de le désagréger. Pauline était docile et craintive, et nul ne se souciait des cruelles brûlures qui faisaient souffrir ses mains. Francisque Colomier avait insisté pour que la cérémonie du mariage soit célébrée en grande pompe, à l'égal de celle de ses fils. Qu'importait donc que le mari de Roxane ne soit qu'un fils de paysan ardéchois. Mais, une fois en privé, il en était tout autrement. Monsieur Colomier doutait que ce mariage ferait long feu. Il savait sa fille volage, fantasque, voire capricieuse, et il redoutait qu'elle ne s'attachât brièvement du jeune Andromaque. Roxane est enceinte, de 2 mois. Francisque dit « On aura eu raison de les marier au plus vite. Comment a-t-elle pu se laisser faire un enfant? Ça m'étonne d'elle. » Adèle, la maman, quant à elle, était ravie d'être grand-mère. « Au moins, répliqua-t-elle, ce jeune homme a réussi à lui faire un enfant. Ce n'est pas le cas de nos fils, mariés depuis 2 ans, qui n'ont pas trouvé le mode d'emploi. Savent-ils seulement s'y prendre? Je finirai par croire qu'à force de s'épouser entre gens du même monde, on aggrave la dégénérescence. Ce sang paysan de l'Ardèche redonnera de la couleur à notre lignée, avachie dans le luxe et l'argent. Entre-temps, l'arrivée de l'électricité avait commencé à gamberger dans la tête de Silvius, qui se voyait avoir des projets d'avenir, mais s'éloignant de plus en plus de l'entreprise familiale. La suite au tome 2.